Bienvenue. Alors cette idée, on l'a tous déjà entendue, n'est-ce pas? Pour combattre le chômage, il suffirait de travailler moins pour que tout le monde ait sa part du gâteau. C'est, c'est une idée qui semble pleine de bon sens. Mais est-ce que ça marche vraiment? Aujourd'hui, on se penche sur une source qui vient justement bousculer un peu ce qu'elle appelle le mythe du partage du travail. Et tout part de cette question finalement assez simple, est-ce que le volume de travail dans une économie, c'est une quantité fixe, un gâteau, voilà, qui ne grandit pas et qu'on doit juste se diviser en parts égales? C'est une image forte et c'est la base de pas mal de politiques de l'emploi. Sauf que la source qu'on explore aujourd'hui, eh bien elle va justement s'attaquer à cette idée-là, à sa racine. Première section, une idée simple contre le chômage, la logique derrière le partage du travail. On va commencer par le début. La source nous explique d'où vient cette idée, pourquoi elle est si séduisante. En fait, quand on est face à un taux de chômage élevé, la première réaction, presque instinctive, c'est de se dire « partageons ». Le raisonnement est vraiment direct. Imaginons, il y a du boulot pour 80 personnes, mais 100 qui en cherchent. La solution qui saute aux yeux, c'est quoi? Eh bien, on demande aux 80 qui ont un job de bosser un peu moins pour que les 20 autres puissent avoir leur chance. C'est cette philosophie-là exactement qui a été mise en pratique avec la fameuse loi sur les 35 heures en France. Une vraie expérimentation grandeur nature de cette théorie. Et sur le papier, franchement, ça se tient. C'est presque une équation. Étape 1, on a un chômage de masse, disons 10%. Étape 2, on vote une loi, on passe tout le monde de 40 à 35 heures. Étape 3, toutes ces heures libérées se transforment en nouveaux postes. Et étape 4, hop, le chômage a fondu. On nous vend ça comme une solution miracle, hyper simple, à un problème qui a l'air super complexe. Sauf que, voilà la question qui tue, posée par la source, si la recette était si magique que ça, pourquoi est-ce que le miracle n'a pas vraiment eu lieu? Parce qu'en France, les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur des espérances, et c'est là justement qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le cœur de la critique développée dans ce texte. Deuxième partie, le problème de la paye. Et là, on va parler des conséquences économiques imprévues. Parce que, selon la source, il y a un grain de sable énorme dans ce bel engrenage. Un détail qui, en fait, change absolument tout, la question de la paye. Qu'est-ce qui se passe quand on demande aux gens de travailler moins? Logiquement, la théorie voudrait que, si on travaille moins, eh bien, on gagne moins. C'est la contrepartie. Mais la réalité politique, en tout cas celle décrite dans la source, a été bien différente. La revendication, ça a été d'accord pour travailler moins, mais on veut garder le même salaire à la fin du mois. Le texte pointe cette contradiction. La solidarité, oui, mais pas si ça touche au portefeuille. Et là, la conséquence économique est immédiate. Pensez-y. Si une entreprise paye un salarié le même montant pour 35 heures que ce qu'elle payait avant pour 40, ça veut dire que le coût de chaque heure de travail vient de grimper en flèche. Le calcul est vite fait, ça fait une augmentation d'environ 12% du coût horaire. Pour n'importe quelle boîte, c'est juste énorme. Et c'est là qu'on arrive à l'effet boomerang, tel que le décrit la source. Au lieu de créer des jobs, cette explosion du coût du travail a fait que certains salariés sont devenus, entre guillemets, trop chers par rapport à leur productivité. Du point de vue de l'entreprise, la logique est implacable. Si un poste coûte plus qu'il ne rapporte, on le supprime. Ou en tout cas, on n'embauche pas. Résultat, d'après cette analyse, non seulement ça n'a pas marché, mais ça aurait même aggravé le chômage pour certains. L'exact opposé de l'effet recherché. Troisième partie, le travail est-il un coût, un argument économique fondamental? Ok, on a vu les conséquences pratiques. Maintenant, la source nous propose de prendre un peu de hauteur, de s'attaquer non plus à la politique, mais à l'idée philosophique, économique qui est derrière tout ça. C'est quoi, au fond, la nature du travail? Cette citation de Henry Hazlitt est assez parlante. Ce qu'elle dit en gros, c'est que si on croit vraiment que les machines détruisent des emplois et créent de la misère, alors pour être cohérent, il faudrait être contre tout le progrès technique depuis la nuit des temps. Contre la roue, contre l'imprimerie, contre l'ordinateur. C'est une façon de dire que cette peur de manquer de travail est peut-être mal placée. Et ça nous amène à l'argument central, le cœur de la pensée de la source. Le travail, ce n'est pas la valeur. Le travail, c'est un coût. C'est ce qu'on dépense pour produire de la valeur. C'est un changement de perspective complet. Si le but, c'était de travailler, on n'aurait jamais inventé la moindre machine pour nous faciliter la vie. Tout le progrès humain, c'est l'histoire de comment on arrive à produire plus de choses, plus de valeur, avec, justement, moins de travail. Et pour l'auteur, c'est cette confusion-là, entre le travail-coût et la valeur-résultat, qui est la cause de tout. C'est parce qu'on pense que la richesse, c'est le travail lui-même, qu'on cherche à le partager. Et c'est ce qui mène, toujours selon cette analyse, à des politiques comme les 35 heures, qui seraient donc construites sur une base erronée. Quatrième partie, la politique d'une idée, ou pourquoi le mythe persiste. Bon, si le raisonnement économique est bancal, comme le prétend la source, une question se pose.
Pourquoi est-ce que cette idée du partage du travail reste si populaire? La source, elle, a son explication et elle est politique. Elle suggère que cette idée arrange pas mal de monde et elle identifie plusieurs groupes qui, d'après son analyse, entretiennent ce mythe. Les communistes, les marxistes, les syndicats et les politiciens. Et pourquoi? Eh bien, la raison avancée est que c'est un argument électoral en or. Expliquer les vraies complexités d'une économie, la productivité, la compétitivité, c'est long, c'est compliqué et ça ne fait pas gagner d'élections. Alors que dire «le travail c'est un gâteau, on va le partager et tout le monde aura sa part», ça, c'est un slogan. C'est simple, ça sonne juste, tout le monde comprend. Pour l'auteur, c'est une propagande efficace. On arrive à la dernière partie, l'alternative vénitienne, un modèle différent pour la prospérité. Après avoir passé du temps à déconstruire une idée, la source ne nous laisse pas sans rien. Elle propose une vision alternative, et pour ça elle ne sort pas une nouvelle théorie, mais un exemple, un symbole historique très fort. Ce symbole, c'est Venise, le campanile de Venise, qui représente une société qui s'est enrichie non pas en partageant le travail, mais grâce au commerce. Pourquoi Venise? Parce que, nous dit la source, c'était une cité-État obsédée par une chose, créer de la richesse, par le commerce, par l'innovation. L'idée n'était pas de se partager un gâteau fixe, mais de faire un gâteau toujours plus grand. Et ça se résume dans cette phrase de Stéphane Hier, « Personne ne manquait de travail, personne ne rêvait de le partager ». Ça résume parfaitement tout l'argument. À Venise, l'objectif n'était pas de chercher du travail, c'était de créer de la valeur. Le travail n'était qu'un outil pour y arriver. L'idée même de le partager leur aurait paru complètement folle. C'est vraiment la démonstration finale, selon la source, que la vraie prospérité vient de la création, pas de la répartition. Voilà, on a fait le tour de l'argumentaire de cette source, qui est une critique assez radicale d'une idée très ancrée. Et ça nous laisse avec cette question, qui est finalement la seule qui compte et qui va bien au-delà de ce débat. Qu'est-ce qui crée vraiment le travail et la richesse dans une économie? Est-ce qu'on va se concentrer sur la manière de répartir ce qui existe déjà, ou est-ce que la priorité, c'est de créer plus de valeur, d'innover? La réponse qu'on apporte à ça, eh bien, elle détermine tout le reste.